Le débat politique qui perd de son raffinement et de sa superbe. Assemblée nationale, au lieu de règlement de comptes politiques, que de jurisprudence. La décolonisation de nos rues, on débat. Bonjour, Rémi Ménage qui reçoit aujourd'hui M. Abdoukhadre Gaye. Il est le président de l'ONG EMAD, écrivain, auteur de Yaïkan qui es-tu. Merci M. Gaye d'avoir répondu à notre invitation. Merci Binta, c'est avec plaisir que nous sommes là. Nous recevons également Mamadou Sy Albert, analyste politique communicant. Merci Albert d'être venu. Merci Binta, bonjour aux auditeurs, bonjour à M. Gaye. Merci beaucoup pour l'invitation. Les dernières actualités, Cicelo Yakhamba et Farbangom nous amènent aujourd'hui à nous interroger sur le débat politique et son orientation au Sénégal. On l'a constaté, un discours qui a complètement perdu de sa splendeur pour laisser la place, Mamadou Sy Albert, à des insanités, surtout venant du parti qui est au pouvoir. Quelle explication faut-il en faire ? Il y a une explication majeure, c'est que le discours politique, il est en crise. Hein? Il est en crise. Maintenant, peut-être que pour mieux clarifier la situation actuelle, c'est que le parti politique, il a été le fondement de notre démocratie et de notre République. C'est le parti qui a formé tous les hommes qui ont eu à diriger le Sénégal, que ce soit l'administration, que ce soit les collectivités locales, que ce soit même notre système éducatif. C'est le parti qui a été le premier noyau, le fondement du discours politique. C'est le parti qui a formé Malheureusement, depuis 2000... pour aller peut-être un peu vite, oui. On est dans un nouveau contexte. Depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, le parti est devenu une entreprise à la limite familiale et qui a vidé l'essence du parti, c'est-à-dire le débat, la formation, l'éducation, la transmission des valeurs, l'apprentissage à la gestion. L'entreprise, c'est maintenant le chef, ses associés et sa clientèle. Donc, ce glissement du parti vers l'entreprise, je crois, vient aussi du fait qu'on est dans un modèle néolibéral. En ce sens que l'État de Senghor, c'est l'État qui est conçu, élaboré par une élite politique, par une élite économique. Mais aujourd'hui, on a un État élaboré par une entreprise politique qui fonctionne à l'image de son principal actionnaire. C'est le chef de l'État qui est un entrepreneur national qui entreprend son projet politique, le parti est à l'image de l'actionnaire principal. Parce que c'est lui qui désigne les responsables, c'est lui qui désigne... on en est arrivé tellement à une absurdité. C'est le président de la République qui gère le parti, qui gère l'État, qui gère la société. Oui. C'est le géniteur. Donc, à partir de ce pouvoir énorme qui est concentré, mais c'est évident que quand il n'y a pas de débat, quand il n'y a pas d'éducation, quand il n'y a plus de projet de société, l'entreprise telle qu'elle voudrait être, elle ne peut pas fonctionner. Elle ne peut pas, parce qu'un seul homme ne peut pas gérer, surtout quand le parti arrive au pouvoir, un seul homme ne peut pas gérer tout cet appareil. Ce qui fait que le débat, à mon avis, est absent, il est mort, parce que simplement, il y a une idéologie nouvelle. C'est une idéologie nouvelle qui est antinomique au débat. C'est quoi cette idéologie? Cette idéologie, c'est l'entreprise, c'est l'actionnaire principal, oui. C'est lui le chef. Qui paye commande. Qui paye commande, oui. Voilà. Donc c'est l'argent qui devient le moteur de la politique. Oui, ce n'est plus la valeur, ce n'est plus le projet. Oui. Donc, on le voit depuis 2000. C'est-à-dire c'est les médiocres. Hein? Vraiment, c'est la médiocratie qui est promue. Au niveau du parti, oui. Au niveau de l'État. Ce n'est plus, si on regarde quand même, il faut jeter un regard sur notre histoire. Entre 60 et 2000,
occuper une fonction ministérielle, ça répondait à un profil. Justement, nous reviendrons sur ce flashback. Albert Abdou-Khadre Gaye, quand cette sortie de Moustapha Cissé Lo a fait l'objet d'une chronique du très célèbre politologue Babacar Justin Ndiaye intitulée « Le Sénégal a besoin d'hommes d'État et non de zèbres d'État », vous avez tout de suite pris votre plume pour répondre à Justin en ces termes. N'insultez pas les zèbres en les comparant à ces humains-là. Je vais citer un paragraphe de votre texte qui m'a beaucoup plu. Mais les zèbres, s'ils savaient lire, ils ne seraient pas contents du papier de Justin, eux aussi tressailliraient de se voir comparés à certains humains plus bêtes que les bêtes. Ils auront ainsi protesté, les beaux animaux drapés de zébrure. Bien sûr, parce que, vous savez, les animaux ont l'excuse de l'innocence. Un zèbre, un lion, même une hyène refuserait de se voir comparé à certains humains. Parce que nous disons, et c'est les religieux qui le disent, que l'homme est le représentant de Dieu sur la terre. C'est la créature privilégiée qui est dotée de cœur, d'intelligence et qui a les rênes pour diriger ce monde où nous vivons, pour mettre de l'ordre, pour l'organiser. Vraiment. Donc, si on voit un être humain renoncer à sa posture, renoncer à ses responsabilités pour avoir un certain type de comportement, je pense qu'on n'a pas le droit de comparer cet homme à un animal parce que l'animal a l'excuse de l'innocence. Mais par rapport... Mais quelque part, vous avez dit que Justin a raison. Bien sûr, oui. Il a raison parce qu'ils sont pires que les animaux. L'animal, il se jette sur sa proie, le lion, pour dévorer sa proie, parce qu'il a faim. Mais c'est l'homme seul qui utilise certains subterfuges pour humilier, pour torturer, pour faire mal, pour faire souffrir. Ça, c'est le ressort de l'être humain, mais l'être humain qui devient en ce moment pire que l'animal. Parce que l'animal, comme je viens de le dire, a l'excuse de l'innocence que l'homme n'a pas. Oui. Alors, en tout cas, le discours, Mamadou, si Albert, vous le disiez tantôt, politique sous Senghor et même sous Diouf, c'était le raffinement, le choc des idées. Mais sous Wade et sous Macky, c'est tout à fait le contraire, grossièreté dans le langage. Je vais vous demander encore, qu'est-ce qu'il explique? Bon, ce qui peut l'expliquer, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu, mais je prendrai peut-être quelques aspects. C'est la culture politique. Oui. Il y a pas de culture politique dans le jeu actuel. La culture politique, c'est le respect de la différence. C'est également l'engagement pour servir un idéal. Mais à partir du moment où on n'a aucune culture, quelqu'un qui ne lit pas, quelqu'un qui n'apprend pas, quelqu'un qui ne va pas étudier les expériences politiques, mais il est là juste parce que c'est, si vous voulez, un raccourci qu'il veut. On fait de la politique parce que c'est le meilleur raccourci possible pour accéder aux ressources publiques. Mais une telle personne qui agit comme ça, mais elle va être manipulable par le chef. Parce que le chef, il a tous les pouvoirs, mais pour accéder aux ressources, tu dois te soumettre à cette logique-là. Donc, il y a, si vous voulez, les gens renoncent à leur propre personnalité. Ils n'ont plus d'identité. Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas trop aussi pousser à l'extrême. Il y a des hommes de valeur, il y a des acteurs politiques de valeur qui ont des convictions. Mais malheureusement, s'ils regardent de près, mais les médiocres qui sont promus à l'Assemblée, qui sont promus au gouvernement, qui sont promus au niveau des institutions, qui deviennent des milliardaires en moins de 5 ans, 10 ans. Mais quelles que soient tes capacités de résistance, tu finis par abandonner. Tu abandonnes ton engagement, tu abandonnes même tes compétences. Tu deviens médiocre comme les autres. Et c'est ce nivellement par le bas qui fait que, vous prenez que ce soit le PS, que ce soit le PDS ou l'APR, les gens véritablement compétents, ils sont mal à l'aise
Ils sont mal à l'aise dans ce type de gouvernance où il y a un homme qui a le droit à la vie politique. C'est-à-dire, pour exister en politique, il faut te soumettre. Donc, ça veut dire que on a transformé, si vous voulez, on a transformé vraiment nos hommes politiques en des bêtes. C'est très violent, la violence verbale, la violence physique, la violence politique. On retrouve ça dans les partis. Elle est énorme, les gens ne se rendent pas compte, mais il y a un abrutissement des acteurs politiques, ce qui fait que, à la limite que ce soit actuellement l'APR ou dans le passé récent le PDS, ça n'attire plus les intellectuels. Ils sont même bannis des partis politiques. C'est extraordinaire ce qui nous est arrivé. Oui. C'est-à-dire que l'expertise sénégalaise, elle existe, elle est avérée, mais les hommes politiques détestent les intellectuels, ils détestent les compétences, et ils détestent le savoir. Oui, c'est parce que justement, ils n'aiment pas peut-être l'élégance et l'éloquence qui a pratiquement quitté M. Gaye le langage politique et même s'est érigé en règle. Quel message vont-ils envoyer dans ce cas au peuple et à la jeunesse qui les écoute? Mais un message vraiment négatif. Vous savez, Aimé Césaire, dans son Roi Christophe, il disait que les peuples qui ont subi l'esclavage et la colonisation doivent travailler plus que tous les autres peuples, doivent fournir plus d'efforts que tous les autres peuples, parce que c'est du fond de la fosse qu'ils doivent s'élever vers la lumière. Et cela ressemble un peu à l'image de ce colosse sur les mamelles, qui surgit des entrailles du volcan, portant sa famille dans les bras et marchant à la conquête du monde. Parce qu'en vérité, pour un homme politique, il doit s'agir de conquérir le bien-être pour son peuple. Et voyez-vous, madame, tout près, à 500 mètres du palais de la République, il y a des familles qui n'ont pas de branchement à l'égout. Dans Dakar Plateau, entre les immeubles et les beaux bâtiments, il y a des quartiers qui manquent de presque tout, où les gens font la queue le matin devant les mosquées pour pouvoir se laver. Je crois que si un homme entre en politique pour voler au secours de son peuple, comme le recommande Aimé Césaire, si un homme veut sortir avec son peuple des entrailles du volcan, comme on sort de l'enfer, pour offrir du bien-être à son peuple, il n'aura pas le temps d'insulter. Aimé Césaire, dans son Christophe toujours, Christophe, il pleurait en s'interrogeant comment mon peuple peut-il encore se permettre de danser alors qu'autant de travail l'attend. Quelque part dans la forêt, pleurait Christophe, mon peuple danse. Si ce roi, qui s'étonne que son peuple se permette de danser alors que le travail l'attend, si ce roi voyait ce peuple se battre comme des femmes autour d'une borne fontaine, voyait ce peuple s'insulter et s'accrocher alors que le travail est là, quelle serait son interrogation et sa déception? Je pense qu'aujourd'hui, comme vient de le dire Albert, le problème, c'est que la politique n'est plus un sacerdoce. La politique, ce n'est plus la gestion correcte de la cité. La politique, malheureusement, est devenue un simple métier garant d'une vie de mollesse et de loisirs. Et si on fait de la politique comme on fait le business, pour gérer son parcelle, pour gérer ses biens, pour un peu faire du profit, je pense que là, on peut se permettre ce qu'on est en train de voir au Sénégal, c'est-à-dire des insultes, aucune correction. Alors, dans la tenue, dans la forme. Parce que Senghor avait de la vertu. Absolument. Senghor a mis en prison Mamadou Dia. Il a exécuté Mamadou Lo, mais il ne les a pas insultés. On peut se battre en politique, violemment, par les idées. Se battre de façon civilisée. De façon civilisée. Est-ce que aussi aujourd'hui, le débat politique est devenu, Albert, ce qu'il est, c'est parce que, vous l'avez même brossé tout à l'heure, tout le monde veut s'investir dans la gestion de la cité sans formation politique aucune. On se rappelle des formations dans les partis politiques, les écoles de partis. Jusque-là, la politique est devenue un ascenseur social le plus rapide pour les prébendes et les postes de responsabilité. L'intérêt crypto-personnel au détriment de l'intérêt général. Je crois, vous avez totalement raison. C'est-à-dire que la formation, c'est elle la clé. La clé. C'est-à-dire que dans la conception, en tout cas fondamentale de la politique,
le parti, c'est le creuset. On doit avoir un projet de société. Si vous n'avez pas de projet de société, mais vous ne pouvez pas former. Donc, quand vous voyez aujourd'hui les difficultés qu'on a, pour l'essentiel, depuis 1979 jusqu'à maintenant, toutes les politiques publiques sont élaborées, financées, mises sous contrôle par les bailleurs de fonds. Il n'y a pas depuis 1979 jusqu'à nos jours, toutes les politiques publiques sont cautionnées par une politique, par la finance internationale. Donc ça veut dire que ceux qui gouvernent n'ont aucune maîtrise de nos réalités. Donc on n'a pas formé les gens dans la politique publique, mais le pire, c'est que même l'expertise qui existe, elle est marginalisée. Elle est exclue de la gouvernance publique. Donc, à mon avis, c'est, si tu veux, la politisation. On a fini par jouer avec le feu. C'est-à-dire que l'État se ramène au parti au pouvoir, les ressources publiques se ramènent au parti au pouvoir, même la vie au quotidien se ramène au parti qui est au pouvoir. Donc, à mon avis, c'est plutôt une question très sérieuse que le pouvoir et l'opposition devraient quand même s'asseoir pour voir que l'absence de formation, ça, honnêtement, osons le dire, si les jeunes actuels n'ont pas de culture, n'ont pas de valeur, ils n'ont pas de formation, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui a sauté. C'est que les hommes politiques ne sont pas formés. Mais quelqu'un qui n'est pas formé, comment il peut être modèle dans sa gouvernance? Quelqu'un qui n'est pas formé, comment il peut compétir à l'échelle africaine ou à l'échelle internationale? Donc, c'est ce noyau-là, le parti, une fois qu'on l'a écarté de ses fonctions essentielles, on arrive aujourd'hui à ce que tout le monde voit. C'est-à-dire qu'on a un État, mais honnêtement, vous regardez de près, ça fait frissonner. Notre État ne repose pas sur son expertise. Et dans ces cas de figure-là, vous regardez tous les pays africains, pourquoi ces États-là sont instables, pourquoi ils sont fragiles? Parce qu'il n'y a pas d'expertise nationale. Et ça, je crois que la société civile devrait quand même attirer l'attention sur cette crise des partis. C'est le nœud. Si la politique est réduite à une affaire d'enrichissement, on ne va pas s'en sortir. Oui. Mais par contre, si on revient au fondement de la politique, ça dit que quand même un parti, il ne faut pas s'amuser avec un parti. Parce que c'est le seul organe habilité à prendre le pouvoir. C'est le seul. Il n'y a pas la famille, il n'y a pas la religion. C'est la seule structure juridiquement habilitée à présenter des candidats, à les mettre à la tête du pays. Donc, c'est une énorme responsabilité. Mais justement, au Sénégal, on a l'impression qu'on joue avec les partis. Si on va jusqu'à la création de plus de 400 partis politiques au Sénégal, c'est quand même aberrant. Mais c'est absolument aberrant. Si vous voulez que... ça, c'est une responsabilité collective des hommes politiques. Ils ont abandonné leur mission. Le parti politique a une mission. C'est pas la promotion des médiocres, c'est pas un jeu, c'est pas pour s'enrichir. Que la politique, elle est vertueuse. Quand on regarde, par exemple, comme ça devrait nous faire réfléchir, qu'un Mandela, c'est quelqu'un de très politique. Si vraiment il avait fait la politique pour s'enrichir, je me demande si les gens réfléchissent un peu. On a des références. Mais malheureusement, les hommes politiques ne prêtent plus attention. S'il y a crise, je crois que la politique fait partie de cette crise-là. Et le malheur, Abdou-Khadre Gaye, les difficultés au sein des partis politiques se transposent au niveau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui est par essence quand même au lieu du débat politique, mais qui en passe de devenir quand même un lieu de règlement de comptes politiques. Les exemples sont là. Oui, parce que en fait, c'est le même homme, c'est le même Sénégalais qu'on rencontre dans la rue,
qu'on voit à l'Assemblée nationale, qu'on voit dans les ministères et au Palais de la République. C'est le même homme. Quand on dit au Sénégal à quelqu'un d'un politique, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tu triches. Ça veut dire que tu es rusé. Ça veut dire que tu peux tromper tes semblables. Et ce Sénégalais-là, qu'on rencontre dans la rue, c'est lui qui urine dans les coins de rue. On l'accuse, on le pointe du doigt. C'est lui qui transforme les murs en tableaux d'affichage. C'est lui qui vole les regards des égouts. C'est lui qui encombre les trottoirs et ne s'en rend pas compte. C'est lui qui affiche et s'en fiche, dirait Fadel Gaye. Et quand on le voit, c'est lui le policier véreux. C'est lui le juge corrompu. C'est lui l'administrateur qui triche avec son travail. Mais c'est le député qui insulte son vis-à-vis, qui traite le ministre en face de lui de tous les noms d'oiseaux. C'est le ministre qui se penche à l'oreille du président pour lui dire « Mais président, tu es le meilleur de tous les présidents qui sont passés dans ce pays. » Parce qu'en vérité, comme vient de dire mon ami, c'est une affaire, c'est un business. Oui. Ce qui intéresse cet homme politique-là, c'est sa poche et son ventre. Alors il s'en fiche et on peut comprendre qu'il s'en fiche. Kotche Barma disait un jour, pendant le règne d'un Damel qui avait un côté vraiment non acceptable, et il ne pouvait pas le juger directement et l'accuser parce que la presse n'existait pas à l'époque. Un jour, il a croisé un cortège funèbre. Alors il a demandé aux hommes qu'il voulait envoyer un message à ses ancêtres qui sont dans l'au-delà. On a déposé le cadavre devant lui, le défunt. Alors il lui a parlé ainsi. Va dire à nos ancêtres qu'aujourd'hui, la mort est préférable à la vie. Va dire à nos aïeux que de leur temps, le commandement était entre les mains d'hommes nobles et vertueux qui connaissaient l'honnêteté et le devoir. Qu'ils sont heureux de jouir du repos de la tombe, car ce sont des moins que rien qui commandent aujourd'hui. Ce sont des esclaves qui exécutent les injustes volontés de leurs maîtres pour être favorisés et jouir à leur aise des avantages du pouvoir. Va dire à nos ancêtres qu'il ne manque pas d'hommes qui désirent le bien-être, mais ceux qui les procuraient ne sont plus. Ces paroles de Kotche Barma Fall, on pourrait les prononcer aujourd'hui et les adresser à nos hommes politiques. Parce que leur comportement laisse véritablement à désirer. Absolument. Parce qu'ils ne pensent qu'à leur intérêt propre, qu'à leur poche. Pour eux, le parti est un GIE. Et des jeunes, autour du thé, s'amusent à dire que être militant d'un parti, c'est comme être membre d'un GIE, parce que c'est un gâteau, c'est des bénéfices qu'on se partage. Et c'est la vérité. Quand il faut abattre, en tout cas politiquement, un partisan ou un adversaire politique, Albert, la majorité présidentielle ne met pas de gants pour faire plaisir justement au chef, qui est le président de la République, alors que les Sénégalais s'attendaient à une assemblée nationale de rupture plus proche de leurs préoccupations. Oui, je crois, c'est vrai qu'il y a une déception. Il y a une déception. La deuxième alternance n'a pas répondu aux espérances des Sénégalais. Maintenant, l'explication, c'est que, on parlait tout à l'heure des partis politiques. Vous regardez l'APR depuis 2012, c'est vrai, c'est une jeune formation politique, mais ce n'est pas un parti politique. C'est quoi? Non, c'est un regroupement autour d'un chef, d'un leader. C'est Macky, l'actionnaire principal. Il est là depuis 2012, mais c'est quelqu'un d'expérimenté. Mais, l'APR n'est pas structurée, l'APR ne favorise pas le débat à l'interne. C'est d'une élection à une autre. C'est un parti qui vit d'une élection à une autre. Donc, ça veut dire simplement que si vous prenez l'exemple de l'Assemblée nationale, c'est beaucoup plus manifeste. C'est-à-dire, avec tout ce qu'on a dit sur l'Assemblée nationale au Sénégal, sous le PS, sous Abdoulaye Wade, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, on a les mêmes problèmes? C'est-à-dire des parlementaires qui n'ont pas du tout le niveau, qui ne savent même pas à quoi sert l'institution.
Et tous, ils le disent depuis 2 à 3 législatures. Je suis député grâce à Macky Sall. Mais tous, c'est des députés du président. Tout le monde l'entend, tout le monde l'accepte. Certains même s'en glorifient. Absolument. Alors que l'institution parlementaire, mais c'est une institution centrale dans la gouvernance de l'État. Donc on s'est amusé à dépersonnaliser, à discréditer l'Assemblée. C'est les hommes politiques. Parce que quand tu nommes quelqu'un qui n'a aucune formation sur le plan juridique, qui n'a aucune formation en matière de politique publique, qui n'a aucune expérience en matière de gestion de la gouvernance locale, tu le nommes comme député. Mais tu sacrifies les populations, tu détruis l'État. Donc je crois que c'est à ce niveau-là que le problème vient de là. La déception vient de là. C'est que Macky Sall, il a fait comme ses prédécesseurs. Il a promu des gens, une clientèle politique. Et l'Assemblée nationale est devenue clientéliste. Et paradoxalement, c'est sous le règne quand même de quelqu'un, d'un leader politique, Moustapha Niasse, qui est un homme expérimenté, un homme qui connaît l'État, qui connaît l'Assemblée. Mais aujourd'hui, Moustapha Niasse, est-ce que, sérieusement, s'il regarde dans le rétroviseur, est-ce que l'Assemblée actuelle a avancé? On n'a pas avancé. Et pourtant, c'est une des rares... Et pourtant, il continue à diriger cette Mais assemblée. Oui, c'est une des rares ressources quand même. Non, je veux dire qu'il est prisonnier comme Macky Sall. Moustapha Niasse est prisonnier. Comment on peut comprendre que Moustapha Niasse dise publiquement Macky Sall de me gën a gore? C'est très grave sur le plan politique. Mais on peut comprendre, moralement, Moustapha Niasse, c'est quelqu'un de très sentimental, très, très humain. Mais sur le plan politique, c'est grave. Ça dit que, si vous voulez, là où je veux en arriver, c'est-à-dire qu'on a marchandisé. Oui. C'est à la limite du commerce qu'il y a à l'Assemblée nationale. Je te nomme député, en retour, tu fais vivre le parti, tu fais vivre ta base, mais tu es lié à moi. Et l'Assemblée aussi, Moustapha Niasse, tu es président, mais à condition que tu tiennes l'Assemblée telle que je l'entends. On a même vu pourtant ça n'a choqué personne. Un représentant du chef de l'État dire que voilà, le bureau de l'Assemblée, c'est tel que le président l'a voulu. Donc, si vous voulez, actuellement, si c'est l'eau, ça montre clairement combien c'est absurde. Il y a une cassette audio, il injurie. Mais personne n'accepte l'injure. Oui. Mais combien de fois il y a eu des injures à l'Assemblée nationale pendant le règne de Macky Sall? Combien il y a eu de bagarres? Mais personne n'a pipé mot. Donc lui, il a insulté, c'est condamnable, c'est vrai, mais on en profite pour le liquider politiquement. C'est ça, cette absurdité-là. C'est-à-dire que demain, si Moustapha Niasse, même en personne, s'il fait l'erreur on a entendu Farbangom qui est aussi député insulté, on a entendu ses audios, on a entendu Yakham Mbaye qui est mais personne n'a pu faire parce qu'on n'a pas voulu. Ce qui est absurde, c'est comment se fait-il qu'on mobilise l'État? Oui. Qu'on mobilise l'État pour liquider quelqu'un politiquement qui a quand même un suffrage universel. Si c'est là qu'on peut être d'accord ou pas, mais quand même, il est représentant du peuple. On va le liquider comme ça politiquement parce que simplement, il est critique par rapport à la gestion. On voulait se débarrasser. Et on arrive à la conclusion, si vous voulez. Oui. Ce qui est terrible dans cette histoire, ça dit que les gens avaient soutenu Macky Sall quand Abdoulaye Wade a voulu le liquider. Mais aujourd'hui, c'est Macky Sall qui joue le jeu de Abdoulaye Wade. Oui. Donc, on n'avance pas. C'est ce qui fait qu'il faudrait, à un moment ou à un autre, quand même que les Sénégalais se disent que, et les acteurs politiques, c'est-à-dire que l'Assemblée, il faut qu'on soit d'accord sur les profils. Oui, justement, pour une assemblée, nous allons revenir justement sur ces profils-là tout à l'heure. Mais pour une assemblée nationale, M. Gaye, de rupture, qui joue pleinement son rôle de représentant du peuple, le député du peuple, comme disait Maître El Hadji Diouf, que faut-il vraiment faire? Albert a parlé tantôt de formation, c'est vrai.
Mais je crois qu'on peut aller plus loin et parler de problèmes de conscience, de capacité d'engagement. Et aussi, quelle est la conception des Sénégalais d'une vie bonne et réussie? Je crois que c'est là le problème. Qu'est-ce qu'une vie bonne? Qu'est-ce qu'une vie réussie? On répondait jadis que c'est une vie passée au service de son peuple. Oui. C'est une vie de renoncement et d'engagement. C'est une vie de travail, même dans la pauvreté. On considérera que tel homme a réussi sa vie parce qu'il a fait ce qu'il devait faire. C'est pourquoi Nelson Mandela a accepté de passer 26 ans en prison. Absolument. Aujourd'hui, au Sénégal, il suffit que sacrifié sa quelqu'un vie. passe un mois en prison, que les gens se mettent à crier. Oui. Ñu ngi yàq àddinaam. Il est malade. Il est malade. Qu'on l'amène à l'hôpital. Oui. Alors qu'une vie réussie peut se terminer à 18 ans, mais avec une bonne mort, qu'on accepte et qu'on chantera pour l'éternité. Parce que la conception qu'ont les hommes d'une vie réussie est la bonne conception. Mais aujourd'hui, au Sénégal, c'est quoi une vie réussie? Quoi que tu fasses, sois riche, on te pardonne toutes tes fautes. Le voleur qu'on accuse, c'est le voleur qui échoue son vol. Mais s'il réussit, on lui pardonne. Une telle conception de la vie nous mettra à notre disposition un président qui fait ce qu'il veut de la République. Mettra à notre disposition un député qui se considérera comme le député du président et qui le criera haut avec fierté. Il faut qu'on travaille sur notre conception de la vie, qu'on mette dans le cœur des Sénégalais cette vision du monde positif qui permet à l'homme de se sacrifier pour sa nation, qui permet à un homme d'être un bon patriote. Mais aujourd'hui, c'est quoi le patriotisme au Sénégal? On te crache à la figure. Les patriotes, mais ils n'ont absolument rien. On les oublie. Mamadou Dia est le seul homme politique qui, jusqu'à récemment, est resté sans qu'on ne l'honore par le nom d'une rue. On a même eu à débaptiser sa maison de la Médina, que les populations elles-mêmes avaient baptisé Kër Mamadou Dia. Et pourtant, c'est un bon patriote. On ne chante nulle part ses louanges. On ne l'invite pas aux cérémonies religieuses. Même quand on fête le 4 avril, il ne reçoit pas son carton d'invitation. Et pourtant, c'est lui le patriote, l'homme exemplaire, qui mérite d'être chanté et porté au pinacle. Mais c'est cela le Sénégal d'aujourd'hui. Notre conception de l'humain et de la vie est faussée. Mais au vu de la situation que traverse le Sénégal, politiquement parlant, économiquement, socialement, le président qui voulait faire son fast-track en enlevant le Premier ministre, la gestion catastrophique de la pandémie, de l'épidémie du SRAS-2, COF2, est-ce qu'on n'est pas... comme le disent les autres, on peut dire que le président aujourd'hui ne maîtrise pas totalement, ou c'est un homme et seul. Bon, je crois que c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une solitude du pouvoir. Mais à mon avis aussi, c'est la responsabilité personnelle du président Macky Sall. Parce que vraiment... Très honnêtement, son arrivée au pouvoir, ça devrait être réellement une ère de rupture. Réellement. Il avait la volonté, il avait l'ambition, il avait l'environnement, il y avait aussi une opinion publique qui adhérait à cette rupture. Bon, il a pris le pouvoir, mais ce qui est manifeste, c'est qu'il a personnalisé le jeu politique, il a concentré tout le pouvoir. C'est du présidentialisme qu'on n'a jamais vu au Sénégal, qui est en train de se constituer, parce que le président, il l'a voulu. Donc il y a une concentration excessive du pouvoir, ce qui fait que le président est effectivement solitaire et bizarrement, il ne se rend même pas compte du danger qui le guette. Après sa reconduction, il supprime le poste de Premier ministre. Si ça l'isole davantage, ça concentre davantage le pouvoir. Et on le voit tout de suite avec cette crise sanitaire et économique. Mais le président ne peut pas gérer seul une crise économique et sanitaire de cette nature. Et c'est le ressentiment qu'il ne contrôle plus rien. C'est pas seulement qu'il ne contrôle pas, ça dit que le schéma de gouvernance
bloque l'évolution du Sénégal. Alors que la crise du Covid montre à tout le monde aujourd'hui, quand même de manière manifeste, qu'on a une conscience citoyenne assez énorme au Sénégal. Et cette conscience citoyenne énorme, on le voit. Il y a tous les mois des sociétés, des organisations qui se créent, il y a des collectifs qui se créent. Donc, les partis politiques, de manière générale, et particulièrement le pouvoir, est en train de perdre. Oui. Avec l'émergence de ces collectifs, de ces associations, cette conscience citoyenne qui se développe, elle va aggraver le malaise de la gouvernance de Macky Sall. Parce qu'il n'y a pas de chef de gouvernement. Parce que aussi, l'APR est à la limite seul. Donc, quand vous êtes dans une telle situation de crise et que vous concentrez le pouvoir pour aller plus vite, mais c'est que vous créez la distance. Il y a aujourd'hui une révolte. On l'a vu même ces derniers mois-là. C'est les transporteurs, c'est les jeunes. Tout le monde s'est révolté contre l'état d'urgence, contre l'état de siège. Parce que les gens étouffent. Et même quand vous regardez l'Assemblée actuellement, la machine qui est mise en avant pour liquider Cissé Lo, mais ça vient du président de la République. Donc, si vous voulez, la concentration du pouvoir, ce n'est pas la bonne attitude à mon avis. Oui. Il faudrait que le président accepte de revoir ce schéma-là. Parce que ça nous mène vers ce qu'on a vécu sous Abdoulaye Wade. Oui. C'est en fin de règne, en fin de deuxième mandat d'Abdoulaye Wade, il était absolument isolé. Oui. Que ce soit sa coalition, que ce soit son parti, que ce soit l'opinion. Et ça a terminé par une tension vive. Et là, Macky Sall va vers ça. Mais en plus, maintenant, de la répétition de cette expérience, je crois qu'il faut aussi que le président pense à cette pression sociale. Oui. La pression sociale, elle va être beaucoup plus forte. Plus la crise économique et sociale perdure, mais plus il y aura une pression. Et je crois qu'il a intérêt, vraiment, je ne dirais pas qu'il faut revenir qu'il faut prendre un Premier ministre, mais en tout cas, la bonne gestion du pays va dépendre de ses capacités à construire l'unité du pays. Si on ne retrouve pas, parce que, bon, malheureusement, il faut le dire aussi, même les initiatives qu'il avait prises en termes de dialogue politique, dialogue national, mais c'est à l'eau. Même l'unité qu'il y avait autour de lui pour lutter contre la pandémie, c'est à l'eau. Oui. Donc ça isole le président. Et il faut qu'il ait le réflexe que s'il veut vraiment être, comme il l'a dit, un chef de guerre, mais le chef de guerre, il faut une armée. En tout cas, il faut également que Senelec s'explique sur les factures que les usagers ont reçues et qu'ils ont jugées très très chères. Senelec n'a encore rien dit. On espère avoir la version de Senelec. D'autres actualités, bien entendu, M. Abdourahmane Gaye, je rappelle que vous êtes le président de l'ONG EMAD, écrivain, auteur de Yaïkan, qui es-tu? C'est la décolonisation de nos rues qui fait encore débat. Après l'affaire Floyd aux États-Unis, à Gorée, tout de suite, la place de l'Europe et devient la place de la liberté et de la dignité humaine. Le maire de Gorée a essuyé, bien entendu, des critiques. On a dit qu'il avait agi sous le sceau de l'émotion. Le maire du Plateau, lui, a proposé de lancer la réflexion. À Saint-Louis, une partie de la population demande le déboulonnage de la statue Faidherbe. Alors, votre part dans ce débat? Je pense qu'effectivement, il faut décoloniser les rues, mais il n'y a pas que les rues à décoloniser. Nous portons tous des noms arabes, des noms européens. Nos femmes portent des cheveux naturels, mettent des lentilles dans leurs yeux. Donc, c'est autant de choses à changer, à revoir. Le colon avait baptisé ces rues du nom de ses héros pour célébrer aussi ses victoires au Sénégal. Rue Polol, rue Fleurus, rue Niomré. Niomré, c'est un village du Sénégal
que Faidherbe a eu à pacifier. Et pour célébrer cette victoire, on a baptisé une rue près du marché Kermel du nom Niomré. Bien sûr, il faut débaptiser. On a commencé à débaptiser déjà depuis une décennie. La rue Jaurès-Guibéry est devenue Émile Badiane. Depuis sous Senghor, est devenue Lamine Gueye. Oui. Mais l'erreur qu'il ne faudrait pas commettre, c'est de laisser les politiciens s'emparer de l'idée et de lancer leur campagne de débaptisation pour se faire une clientèle politique. Oui, sauf que c'est maintenant du ressort des collectivités territoriales. Et c'est là le danger. Bon. Vous voulez que l'on retrouve au décret? Non, pas qu'on revoie le décret, mais que les débaptisations ne se fassent pas comme on veut. Que ce soit pour rendre hommage à des hommes qui ont bien vécu, qu'on veut offrir un exemple à la jeunesse de ce pays, mais que ce ne soit pas une campagne politique pour se faire des militants. On a vu des espaces... Comment ça devrait se faire autour d'un débat, autour d'un dialogue et qui choisit inclusif qu'il y ait des termes de référence qui peut être porté au pinacle, qui ne peut pas être porté au pinacle. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de racisme. Dire que c'est le nom d'un blanc, on l'enlève. Il y a des hommes en ce monde qui peuvent être célébrés dans tous les pays du monde. C'est Nelson Mandela, c'est Martin Luther King, c'est Pasteur, c'est Pinella Pratt, etc. Donc, il ne s'agit pas de débaptiser pour débaptiser, mais il s'agit de choisir, de célébrer des hommes qui ont fait du bien à leur peuple. Il s'agit de donner des exemples à la jeune génération. Absolument. On a vu des places qui sont baptisées du nom d'hommes qui sont en vie encore. Et Senghor l'avait refusé à Abdou Diouf. Ça ne devrait pas se faire. Non, Senghor l'avait refusé. Il lui a dit, c'est une fois que la gerbe est faite qu'il faut donner le nom d'un espace à un homme pour le célébrer. Mais pendant qu'il est vivant, c'est peut-être pour lui faire plaisir. Et s'il lui arrive malheur en cours de route, si après la baptisation de cette rue du nom de cet homme, on l'accuse d'acte immoral, que ferais-tu alors? Donc il faut qu'on y réfléchisse à plusieurs fois. Pour la statue de Faidherbe, on le dit, il y a le pont Faidherbe qui surplombe le fleuve Sénégal. Il y a la statue de Faidherbe sur la place Faidherbe à Saint-Louis. Il y a l'avenue Faidherbe à Dakar. La pharmacie Faidherbe, l'hôtel Faidherbe. Pourquoi on demande le déboulonnement de la statue et la débaptisation de tous ces espaces? C'est tout simplement parce que Faidherbe est un antivaleur. Absolument. Faidherbe a eu à combattre Ndate-Yalla en 1855. À brûler des villages entiers. À brûler des villages, des centaines de villages. Le professeur Iba Der Thiam nous dit qu'en 8 mois, Faidherbe a eu à sacrifier 20 000 hommes. Il a utilisé la faim et la famine comme arme de guerre, en brûlant les greniers et les récoltes. Un tel homme, je pense que sa page dans l'histoire doit être tournée. On doit parler de lui que pour raconter les méfaits qu'il a fait à notre peuple, afin que les gens n'oublient pas et qu'on puisse se tenir debout et lever la tête face au monde. Mais vraiment, je pense que la statue doit vraiment tomber. Ouais, en tout cas, la demande peut être légitime, mais Mamadou Sy Albert, est-ce qu'on peut faire l'histoire avec le présent sans le passé? Fut-il un passé terrible comme la colonisation avec des terreurs comme Faidherbe et Jules Ferry et j'en passe? Moi, je crois que notre problème, nous Africains, je veux dire, et singulièrement nous Sénégalais, c'est qu'on n'a pas de récit de notre histoire. C'est ce récit-là qui nous pose problème, mais il faut construire, il faut aller dans le sens de construire un récit de notre histoire, qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé dans notre histoire. Iba Der Thiam l'a fait, mais vous avez vu ce qui s'est passé après. Je veux dire que c'est pas événementiel. C'est à l'identité négro-africaine et panafricaniste du Sénégalais, de l'Africain de manière générale. Il faut qu'on retrouve cette histoire-là. Tant qu'on n'aura pas le récit de notre histoire, le récit de notre identité, on sera perturbé. On est fragile. Il le disait Abdoukhad tantôt, on n'est pas français, mais on n'est pas non plus arabe. Nous sommes des Africains, nous sommes des négro-africains panafricanistes.
Donc, il faudrait que nous, on ait un regard critique par rapport à la colonisation, par rapport à la période esclavagiste et par rapport à la situation actuelle. Qu'est-ce qui nous distingue dans le contexte actuel des périodes de domination antérieure? Les Africains sont encore sous la domination. Et je crois que c'est ce récit-là qu'il faut faire. Si on le fait, mais on verra tout de suite que nous, Faidherbe, lui, Léon Faidherbe, qui est une gloire de la France, il ne peut pas être notre gloire. Absolument. Ça, il faudrait que les Africains, que les Sénégalais, quand même, il nous faut faire notre histoire. Peut-être que les gens verront qu'on est différent du français. Et je crois que bon, c'est vraiment pour ne pas verser... Nous avons en tout cas nos héros à nous qu'il faut quand même porter au pinacle. Et il faudrait faire ce récit-là. Nous avons les Ndate nous avons beaucoup... La Djangone Latir, on a des figures. Oui, plein de figures historiques. Et je crois que ça, il faudrait vraiment construire ce récit-là. Absolument. Maintenant aussi, je suis d'accord avec Abdou Khadre. Il faut faire très attention. C'est-à-dire que nous, ce qui nous menace, c'est les considérations ethniques, confrériques. Absolument. Merci. Il faudrait que vraiment qu'on fasse attention à ces dérives-là. Merci. Absolument. Merci beaucoup à nos invités, Abdou Khadre Gaye, président de l'ONG EMAD, écrivain, et à notre confrère Mamadou Sy Albert, analyste politique. Merci.